décembre, il est 10h30, 10h45, quelque chose comme ça. Depuis la dernière fois, j'ai terminé Vaisseau d'Arcane, le premier tome qui s'appelle Les Hurleuses, c'est de Adrienne Thomas et c'est aux éditions Nemos. Et j'ai adoré. C'est un coup de cœur que ce premier tome, donc premier tome d'une duologie. Et pourtant c'était pas gagné d'avance puisque j'ai commencé cette lecture en même temps que ma lecture commune de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Et donc forcément la comparaison pouvait être un peu défavorable pour Adrienne Thomas puisque quand même Jean-Philippe Jaworski c'est un monument de la littérature fantasy française avec un style vraiment très affirmé et très beau. Donc ça aurait pu être compliqué pour Adrienne Thomas de passer en même temps ou juste derrière Jaworski. Et en fait, eh ben, il s'en sort très bien, que ce soit au niveau du style, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages. J'ai passé un super moment avec ce premier tome de Vaisseau d'Arcane. Je pense que je vous avais déjà fait une sorte de résumé, mais bon, dans le doute, au cas où, je vais reprendre assez rapidement. Vaisseau d'Arcane, c'est un titre de fantasy assez original. En fait, on est dans un univers où la magie arcanique fait partie de la planète, j'ai envie de dire. Et en fait, dans le royaume de Grimmark, il y a très fréquemment des orages arcaniques. Et donc, on a l'impression que la magie fait partie de ces orages et qu'elle tombe sur la terre, sur ce royaume de Grimmark et qu'elle touche ce qu'il y a en dessous. Donc la magie, le pouvoir passe par les éléments naturels, l'orage, la pluie, etc. Et quand elle touche terre, quand elle touche les êtres, la faune, la flore, elle s'imprègne dans ce qu'elle touche. Et les humains qui se trouvent malheureusement sous ces orages arcaniques obtiennent un pouvoir immense, mais en contrepartie, ils perdent complètement leurs esprits. Voilà en gros le système de magie dans ce royaume. Mais on va le comprendre au fil de la lecture. Ces événements un petit peu météorologiques, magiques, ne se déroulent quasiment que dans ce royaume de Grimmark. Les royaumes autour sont plutôt préservés. Comme s'il y avait un petit peu moins de magie dans les royaumes autour. Donc on a une carte au début du roman qui est plutôt assez utile finalement, même si c'est une carte qui est plutôt simple, hein. Donc on comprend très bien en lisant les mots de Adrienne Thomas où se situent les royaumes, où se situent les villes. Mais avoir visuellement un petit indicateur en plus, c'est toujours pas mal. Grimmark qui est entouré à l'ouest par la République isocratique de Tofki, à l'est par la Fédération abysséenne et au nord par ce qu'on appelle les Hurleuses, qui est un territoire habité par une population particulière qui s'appelle les Orques. Voilà, donc on va suivre au début Soph et son jeune frère Solal. Et on découvre ça dans le premier chapitre, ça commence sur les chapeaux de roue. Soph et Solal s'enfuient. En fait, Solal a été touché par un orage arcanique, donc il a acquis un immense pouvoir, mais comme je vous le disais, en contrepartie, il a complètement perdu ses esprits. Il est devenu une sorte de légume qui bave, qui n'a plus vraiment de conscience humaine. Et donc Soph va le prendre en charge, va le prendre en main. Ils vont fuir tous les deux le royaume de Grimmark, parce que quand vous êtes un touché, le gouvernement de Grimmark vous prend un petit peu sous son aile et vous transforme globalement en esclave, puisque votre très gros pouvoir va être utilisé pour le bien commun, j'ai envie de dire. En gros, les touchés vont réussir à activer par exemple les trains. Avec leur pouvoir, ils vont pouvoir faire rouler les trains, donc vous allez être même pas embauché, hein, vous allez servir d'esclave pour le fonctionnement du gouvernement. Voilà, donc Soph veut absolument éviter que son frère devienne un esclave, et donc ils s'enfuient tous les deux, et leur but, c'est de rejoindre le nord de
ce royaume, d'aller du côté des hurleuses, parce qu'on va le comprendre, en fait ils ont un oncle qui habite un petit peu à la limite du royaume du Grimard. Ils ont besoin de faire une étape chez lui pour trouver de l'aide et un petit peu se retourner pour savoir où ils vont aller. Mais évidemment tout ne va pas se passer comme prévu, puisque sur leur chemin ils vont croiser la route de Nîmes, qui est un petit peu le troisième personnage principal de cette histoire et qui en fait est celui qui est représenté ici. La toute première fois que je vous ai parlé de ce livre, c'était peut-être dans le book haul plutôt, je vous avais dit que sur l'illustration de couverture on voyait Soph et Solal. En fait non, ici c'est bien Soph, mais ici c'est Nîmes. Le personnage masculin est donc Nîmes, qui est un espion assassin justement employé par le gouvernement, par le royaume du Grimmark, pour remplir des missions bien particulières d'assassinat, d'espionnage, etc. Et donc là il est envoyé sur les traces de Soph et Solal. Il doit les retrouver et ramener Solal dans le royaume du Grimmark. Donc les trois personnages vont être réunis dans une scène assez épique et même un petit peu amusante. Je ne vous en dis pas plus. Et les trois vont continuer leur route jusque dans le territoire des Hurleuses, ce qui vaut le titre à ce premier tome. Et dans ce territoire des Hurleuses, ils vont découvrir un peuple très différent d'eux, donc le peuple des orques, comme je vous le disais, qui est une civilisation plus avancée qu'ils pouvaient bien l'imaginer. On découvre ça et c'est assez passionnant. On a également d'autres personnages qui sont un petit peu plus secondaires, mais qui eux aussi sont très intéressants, très bien croqués, qui ont une complexité dans leur personnalité qui est vraiment bienvenue. J'ai notamment beaucoup aimé un personnage très particulier qui s'appelle Gabado, qui vient de la Fédération Abysséenne, qui est donc un poisson qui vient des abysses. Il ne peut pas respirer à la surface. Donc son peuple a inventé une façon de venir sur Terre. Il est enfermé dans une sorte de grosse sphère, sphère qui est un petit peu aux vitres teintées, puisque les poissons ne supportent pas la lumière très vive du soleil, donc ils doivent se protéger des rayons. Dans une sorte de sphère sombre, au-dessus de pattes articulé, mécanique, un petit peu comme une grosse araignée ou un gros crabe mécanique. Moi ça m'a fait un petit peu penser à, je sais pas si vous l'avez vu, au film La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Cette attaque d'extraterrestres, c'est un genre de... c'est des tripodes, ça se déplace bon, sur trois pattes. Là il y en a beaucoup plus pour les poissons des abysses, mais vous voyez un petit peu ce système là. Donc je trouve que c'est super imagé, moi je les ai parfaitement imaginer ces poissons à la surface. Et donc Gabado, qui est un jeune poisson qui est fonctionnaire et qui va être ambassadeur de son peuple au royaume du Grimmark. Donc il va découvrir avec ses yeux très naïfs le fonctionnement du royaume et bien malgré lui il va se retrouver au milieu de complots, puisque je ne vous l'ai pas encore dit, mais cette histoire va surtout tourner autour de complots politiques, de manipulation. Les royaumes, les républiques, les fédérations sont plus ou moins en conflit les uns avec les autres, et donc il y a des espions un petit peu de tous les côtés, il y a des complots, des manipulations. On ne sait finalement plus trop qui est avec qui. Il faut vraiment se méfier de tout le monde dans cette histoire. J'ai trouvé ça hyper intéressant, vraiment passionnant. Le rythme est soutenu juste comme il faut. On n'a qu'une envie, c'est de tourner les pages et d'aller au bout de cette histoire. Et j'ai très hâte que le tome 2 sorte pour pouvoir découvrir le fin mot de cette aventure. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Ultra Laser. Je n'ai plus l'exemplaire avec moi puisque je l'ai rendu rapidement à la médiathèque. Je vous disais que le premier tome, j'étais un petit peu mitigée. Là aussi, je suis un petit peu mitigée par ce deuxième tome. Le dessin, encore une fois, je me répète, mais de tout ce qui est décor, contexte, m'a beaucoup plu. Un peu moins, encore une fois, le dessin des personnages et le dessin des actions. Quant au scénario, que j'ai trouvé peut-être un petit peu plus intéressant que le tome 1, on est sur une nouvelle planète, puisque à la fin du tome 1, les personnages principaux atterrissent sur une nouvelle planète qui s'appelle Rock, et c'est ce qui donne le sous-titre à ce deuxième tome. Et donc on va découvrir un nouveau peuple qui a une nouvelle problématique, là aussi toujours autour de ce roi des animaux, de cet équilibre un petit peu
presque écolo hein, de la planète, un équilibre à trouver parce qu'il y a les gros méchants, les busards, qui là aussi sont venus coloniser cette planète et ils foutent un petit peu le merdier, hein, c'est le cas de le dire. En tant qu'adulte, voilà, ça manque un petit peu de complexité, de relief, et c'est ce qui me manque, je pense, dans cette histoire. Par contre, je pense qu'il n'y aura que 3 tomes, que ce sera une trilogie. Le 3e tome sort en 2021 et se déroulera donc sur la 3e planète, qui est la planète d'origine des busards, donc des gros méchants. Voilà, je pense que ce sera une trilogie, je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire dans le 3e tome. Je pense que je le lirai, hein. Maintenant j'en ai lu 2 sur 3, donc autant avoir le fin mot de l'histoire. Et je voudrais juste terminer en vous montrant ma lecture en cours, qui est le 1er tome de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Je me suis lancée là-dedans parce qu'il faut que je le rende assez vite à la médiathèque, au travail. C'est une nouveauté et il fait partie de la sélection du PLIB. Je le lis pour doubler mes points lors du Fantasy Cards Challenge, et donc pour que d'autres lecteurs puissent en profiter derrière, il faut que je le lise vite et que je le rende vite à la médiathèque. Donc c'est encore une fois de la littérature plutôt ado, young adulte. On va suivre principalement 2 personnages, un garçon et une fille, enfin un jeune homme plutôt, puisqu'il a 19 ans, il s'appelle Lastianax. Il était apprenti mais il vient de passer sa soutenance et donc il est devenu maître mage. Alors qu'il sort de sa soutenance, il est surpris de ne pas voir son maître mage, son directeur de thèse, j'ai envie de dire presque, qui aurait dû être là pour l'accueillir, et en fait il va très vite comprendre que son maître de thèse est mort et a priori ce serait un assassinat. Donc il va essayer de découvrir qui a tué son maître et pourquoi, ce qui est assez étrange puisque a priori ce mage était plutôt du genre sans histoire, et même s'il faisait partie du ministère des mages et donc il avait un rôle assez politique dans cette cité, il était tellement pas pris au sérieux parce que lui, son seul souci dans la vie c'était de faire de la collection d'objets très particuliers, sa dernière collection en date étant une collection de poules et d'œufs en pierre, en porcelaine, etc. Donc en gros il faisait pas vraiment peur à la concurrence politique. Donc Lastianax est vraiment surpris par la mort de son maître. En parallèle, et c'est vraiment en parallèle puisque encore une fois c'est un roman choral ici comme c'était le cas pour Vaisseau d'Arcane, on va suivre une jeune fille qui est beaucoup plus jeune puisqu'elle a 13 ans et elle s'appelle Arca. Arca, on le comprend très vite, elle vient du royaume des Amazones. Amazones qui sont vraiment détestées par la ville sans vent. C'est vraiment les grandes ennemies de cette ville. Et elle est orpheline, elle a perdu sa mère, elle a perdu sa tutrice, elle est sur les routes, on la rencontre alors qu'elle est dans un glacier qu'on voit ici aux abords de la ville. Elle est perdue avec son cheval qui est un canasson vraiment hyper têtu. Ça me fait penser un petit peu à Maximus dans Réponse. D'ailleurs elle l'appelle le Nabo parce qu'il est tout petit, c'est un cheval tout petit et encore une fois qui a un sale caractère, donc ce surnom lui va très très bien. Donc elle est perdue dans le glacier aux abords de la ville sans vent et elle ne trouve pas son chemin. Elle va d'ailleurs faire une rencontre assez étrange et même assez flippante franchement, et c'est là qu'on découvre tout le courage et toutes les capacités magiques notamment de cette jeune héroïne de 13 ans qui toute seule réussit à s'en sortir brillamment, n'a peur de rien et est une fonceuse. Dès le premier chapitre aux côtés de Arca, on sait que voilà, ça va être une héroïne assez badass et ça se confirme effectivement dans les chapitres suivants. Donc elle, pourquoi elle vient dans la ville sans vent? Parce qu'elle est à la recherche de son père qu'elle n'a jamais connu, qui l'a abandonné avant même qu'elle soit née, et qui apparemment est un mage dans la ville sans vent. Voilà, on n'en sait pas plus, et donc son but c'est de retrouver son père, c'est une quête d'identité toute simple. Pour le moment j'en suis à la page 135, les 2 personnages principaux ne se sont pas encore rencontrés, mais je suis persuadée qu'ils vont finir par être liés l'un à l'autre, et je vois venir gros comme une maison comment ils vont être liés l'un à l'autre. À mon avis, Lastianax qui est devenu mage va devoir prendre un apprenti,
Et à mon avis, Arca, qui pourtant n'a absolument rien d'une apprentie modèle, va réussir à passer les sélections. Je suis en plein là-dedans. Et à mon avis, ils vont se retrouver liés comme ça. Peut-être que je me plante complètement, mais je crois pas. Et je pense que leurs deux quêtes, que ce soit la quête de l'assassin ou la quête du père, vont être reliées et qu'ils vont peut-être pas s'entraider, mais en tout cas, voilà, ils vont marcher main dans la main, voilà, dans ce monde un petit peu magique. Alors pour le moment, on peut pas dire que j'adore, contrairement à Vaisseau d'Arcane qui vraiment me donnait envie de tourner les pages, de ne pas lâcher mon livre. Là, j'en suis pas à ce point-là. Mais en même temps, j'aime assez ce que je lis et je suis curieuse de découvrir la suite. Je suis beaucoup plus facilement entrée dans ce monde-là que dans celui de Bord de Terre de Julia Thévenot que je vous ai présenté juste avant et qu'on pourrait croire un petit peu similaire, notamment dans le fait qu'on arrive dans une ville assez étrange avec ses règles, une ville complètement fermée sur elle-même, comme c'est le cas à Bord de Terre, avec des manipulations politiques. Je pense que ça sera le cas ici aussi, qu'il y a des secrets et que peu de gens jouent franc jeu. Ce qui me fait aussi penser à Bord de Terre, c'est le fait qu'on a un duo mixte, à la fois masculin et féminin, un garçon plus âgé qu'une jeune fille, enfin j'ai envie de dire petite fille, mais non, quand on a 12-13 ans on n'est plus vraiment une petite fille, hein, vraiment une adolescente, et que les personnages féminins, que ce soit dans Bord de Terre ou ici, sont vraiment des personnages féminins qui prennent leur destinée en main et qui sont particulièrement badass, voilà, même qui ont presque plus de personnalité que les personnages masculins qui les accompagnent. Même si dans Bord de Terre, Tristan, le héros de 16 ans, se révélait au fil des pages et était un personnage finalement que j'avais quand même pas mal apprécié. Et je pense que là c'est pareil, la Styanax qui a 19 ans peut paraître un petit peu lisse, disons très neutre presque, mais je pense qu'il va se révéler et qu'il va gagner un petit peu en relief et en profondeur au fil des pages. Voilà, je vous en parlerai plus la prochaine fois, je vous ai déjà beaucoup parlé, donc promis la prochaine fois je ne vous referai pas un résumé, je vous donnerai plutôt mes impressions définitives puisque je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé et j'espère dans 2 ou 3 jours maximum. Coucou, nous sommes le lundi 14 décembre, j'ai pas mal de retard dans mes vlogs lecture. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé c'était le dimanche 6 décembre, donc ça remonte un petit peu. Et j'ai pas mal lu depuis et il faut vraiment que je prenne le temps de venir vous parler de chacune de mes lectures quand elles sont terminées, parce que là je me rends compte que j'ai 5 ou 6 livres à vous présenter, notamment des graphiques. Et j'ai tellement attendu et ma mémoire est tellement défaillante que je vais déjà avoir du mal, je pense, à vous parler de mes lectures en profondeur. Mais on va essayer. J'ai donc lu comme graphique Les Fleurs de Grand Frère de Gaël Genillet, je ne sais plus chez quel éditeur, puisque évidemment j'ai rendu cette BD album au travail puisque je l'avais emprunté à la médiathèque. Si je regarde en bas c'est parce que c'est mon bullet journal et voilà, j'ai mes lectures avec le nom des auteurs et il me faut bien ça parce que ma mémoire n'est vraiment plus ce qu'elle était. Alors Des Fleurs pour Grand Frère, c'est vraiment une petite BD toute douce, un petit garçon qui nous raconte qu'un jour, un matin, son grand frère, qui est aussi un petit garçon, se réveille avec des fleurs qui lui ont poussé sur la tête, un petit peu sous forme de bois. Voilà, comme ça. Un petit peu comme mon t-shirt en fait, voyez, voilà. Mon beau t-shirt Expecto Patronum. Son grand frère est vraiment très mal à l'aise avec cette nouveauté. Et il n'arrive pas à s'accepter avec ce nouvel élément de sa personnalité, de son enveloppe physique. Donc c'est très compliqué pour lui, il pleure au début et il a évidemment très peur du regard des autres, notamment à l'école. On découvre ça à travers les yeux du petit frère qui petit à petit va constater que son grand frère va s'acclimater un petit peu à sa nouvelle enveloppe, à ce nouvel élément sur sa tête. Et que justement ça va lui plaire de plus en plus, cette petite différence va lui apporter beaucoup. Et donc on voit ça à travers un regard extérieur. C'est très doux, évidemment ça parle de différence, d'acceptation de soi, etc. D'un point de vue très métaphorique, poétique. J'ai surtout énormément aimé les dessins et les couleurs que j'ai trouvé magnifiques.
et l'histoire également est mignonne comme tout, mais vraiment ce que je retiens de cet album, de cette petite BD, c'est vraiment le visuel qui m'a beaucoup plu. Côté graphique, j'ai ensuite lu le 6e tome de Isabella Bird de Taigasasa, ouais je crois que c'est ça, chez Kiun Édition. Alors dans ce 6e tome, Isabella Bird, l'héroïne, continue son exploration du Japon du 19e siècle. Elle se dirige de plus en plus vers le nord du pays, toujours avec son traducteur qui est là pour la soutenir, pour l'aider, pour l'épauler. Ils ont un respect mutuel l'un pour l'autre. Et ils se rapprochent de plus en plus, d'autant plus que, a priori, son traducteur va bientôt la quitter. Donc voilà, ils vivent leurs derniers jours de voyage ensemble, et plus ils remontent vers le nord du pays, plus ils arrivent dans un pays qui est très fortement lié à ses traditions très rurales. Et donc, au fil des pages, au fil des aventures d'Isabella Bird, on apprend énormément de choses sur ce Japon du 19e siècle qui était vraiment fermé sur lui-même. En fait, le Japon s'est vraiment ouvert au monde, et notamment au monde occidental, au 19e siècle. Et c'est pour ça qu'on a vu notamment dans l'art anglais et dans l'art français un japonisme, voilà, un goût pour ce Japon, pour ce pays, cette civilisation qu'on découvrait à ce moment-là. Mais jusque-là, le pays était vraiment fermé sur lui-même, personne n'y entrait et personne n'en sortait. Donc ce qui fait que les traditions rurales japonaises sont restées ancrées dans le pays assez longtemps, et là on découvre des choses d'un point de vue occidental assez extraordinaires et particulièrement passionnantes. Là notamment il y a 2 épisodes dans ce 6e tome qui nous présentent un petit peu comment les Japonais d'un des villages du Nord combattaient le feu, un incendie. Ils étaient habitués à combattre ça, comment ça se passait, quelles étaient leurs coutumes autour de ça. Et il y a également plusieurs chapitres qui sont liés au deuil. On va découvrir une jeune femme qui vient de perdre son mari. Et voilà, on nous explique un petit peu comment ça se passait à cette époque-là. C'est un manga que je trouve passionnant, qui est plutôt bien dessiné. Alors c'est pas aussi beau que Bright Stories de Kaoru Mori, mais j'aime bien comparer quand même les 2 mangas. Je trouve qu'il y a une certaine qualité, une certaine documentation qui est assez proche entre les 2 œuvres. Et donc si vous avez aimé Bright Stories, je pense que vous pourrez aimer Isabella Bird. Et j'ai oublié de vous le préciser, mais cette histoire qui est mise en scène dans ce manga est une histoire réelle, certes romancée et arrangée, mais Isabella Bird est une jeune femme anglaise qui a vécu au 19e siècle et qui effectivement a fait plusieurs voyages complètement seule, et notamment un long voyage au Japon pour aller explorer, découvrir les us et coutumes de ce pays. Alors quand je dis que c'est romancé et que c'est arrangé pour ce manga, c'est que Isabella Bird, quand elle est partie au Japon, je pense qu'elle était quarantenaire voire cinquantenaire, et forcément c'était beaucoup moins vendeur, donc ils en ont fait une jeune femme, on va dire trentenaire grand maximum, mais voilà, elle était plus âgée dans la réalité, mais malgré tout on découvre quand même un petit peu l'histoire de cette exploratrice, et je trouve ça assez passionnant et je vous invite à découvrir ce manga. Je voudrais ensuite vous parler assez rapidement de La Ville sans vent, le tome 1 de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois en vous disant que j'accrochais pas plus que ça, enfin disons que c'était pas désagréable mais que c'était pas non plus la lecture du siècle. Et finalement, je pense que c'est un petit peu mon avis définitif. J'ai lu ce premier tome sans déplaisir, c'était pas désagréable, j'étais plutôt curieuse de découvrir la suite et fin de ce premier tome, mais ça n'a pas non plus été une lecture waouh. Tout simplement parce que j'ai pas plus accroché au personnage que ça, et j'ai trouvé qu'il y avait comme une sorte de décalage entre une intrigue sous forme un petit peu d'enquête avec un mystère, avec du suspense, qui était presque une intrigue assez, alors peut-être pas complexe mais quand même assez bien fichue, presque adulte, même si c'est un bien grand mot, mais qui est habitée par des personnages principaux qui sont très jeunes. Des 2, celle qui prend le plus de place dans l'histoire, c'est quand même Arca, donc qui a 13 ans. Et d'ailleurs, je trouve que les agissements de cette petite héroïne sont pas forcément très
en adéquation avec son âge. Et puis, et je le compare avec Bord de terre que je viens de lire et je trouve qu'il y a quand même des points de comparaison à faire. Autant Bord de terre, j'ai eu du mal au début à entrer dans l'histoire, mais une fois que j'y étais, je visualisais tout. Je visualisais les scènes, les décors, les agissements des personnages, les dialogues, etc. Tout était très clair dans ma tête. Là, je pense que à aucun moment je n'ai réussi à imaginer la ville, cette ville sans vent. Le contexte, les décors, c'est très très flou pour moi et donc j'avais également du mal à visualiser les scènes qui étaient décrites. Donc je pense que je suis quand même restée assez extérieure à cette histoire, malheureusement. Pour autant, on peut pas dire que ce soit mal écrit, je trouve que c'est plutôt agréable. Ça reste quand même de la littérature qui est destinée aux adolescents, aux lecteurs young adultes, jeunes adultes à la base, mais ça reste quand même un livre qui a un certain vocabulaire, des phrases qui sont quand même bien construites, donc pour ça on se moque pas de nous, hein. C'est franchement plutôt bien écrit. Donc j'ai envie de dire, objectivement j'ai pas vraiment de points négatifs à apporter, mais peut-être que tout simplement c'était pas le bon moment pour moi, ou peut-être que ce n'est tout simplement pas un livre qui est fait pour moi. J'ai ensuite découvert une série qui a un énorme succès sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, j'arrête pas de voir des photos. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette Romans. Ce sont des romans graphiques. J'ai bien aimé. Après c'est pas des coups de cœur, mais je comprends que ce soit une histoire qui plaise énormément, puisque c'est quand même une histoire tout simplement qui est plutôt réconfortante, toute tendre, toute douce et qui fait du bien. Donc je comprends qu'on apprécie. Dès la première page, on découvre Charlie qui est un jeune garçon qui est en 3e, donc il a 15 ans. Et on découvre qu'apparemment il est soumis à une relation assez toxique avec un autre garçon qui s'appelle Ben, qu'il aurait envie de cesser cette relation amoureuse, enfin amoureuse c'est un bien grand mot, mais qu'il n'y arrive pas. Voilà, il est assez timide, réservé comme garçon et donc il est sous l'emprise de ce Ben. Charlie, il a en plus derrière lui une histoire de harcèlement, puisque quand il a fait son coming out quelques mois plus tôt, il a eu énormément de problèmes au collège, donc c'était très compliqué pour lui. Au début de ce premier tome, il va s'asseoir un jour en permanence, je crois, à côté d'un garçon qui s'appelle Nicolas et qui a un an de plus, qui est en seconde, donc il a donc 16 ans, qui lui est le mec populaire par excellence, qui fait du rugby et qui est presque capitaine de l'équipe de rugby, et on nous le dit à plusieurs reprises, c'est l'hétéro de base, vraiment, voilà, l'hétéro par excellence qui peut avoir toutes les filles qu'il veut. Et Charlie en fait va se lier d'amitié avec Nicolas, et tous les deux vont s'entendre très bien, ils vont passer de plus en plus de temps l'un avec l'autre et ça va être une relation amicale, sincère, très authentique, très tendre. Et évidemment, vous vous en doutez, Charlie va commencer à ressentir de très forts sentiments pour Nick, mais il n'a qu'une peur, c'est que ce soit forcément que dans un sens, puisque Nick a priori est hétéro, donc il a peur de se faire du mal, et d'ailleurs un de ses amis lui dit plusieurs fois il vaudrait mieux que tu arrêtes avant que ça te brise le cœur, et en même temps il aime tellement les moments qu'il peut passer avec Nick qu'il n'a pas envie d'arrêter, et au contraire il a envie que ce soit de plus en plus régulier. Et bah, les garçons vont se rapprocher de plus en plus, et Nick va lui-même se rendre compte que finalement c'est peut-être plus que de l'amitié qu'il ressent pour Charlie, mais ça chamboule complètement toutes les convictions qu'il pouvait avoir sur sa sexualité, parce que jusque là il n'était sorti et il n'avait aimé que des filles, mais bah, peut-être que finalement cette fois-là il a des sentiments amoureux pour Charlie. Donc vous vous en doutez, il y a toute une thématique, des messages sur la sexualité justement, sur l'hétérosexualité, l'homosexualité, mais également sur la bisexualité. L'autrice nous dit que c'est pas forcément binaire, il n'y a pas des gens qui aiment que le sexe opposé au leur, ou des gens qui aiment que des gens qui ont le même sexe qu'eux. C'est beaucoup plus vaste que ça, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas d'obligation, qu'il faut être en adéquation avec ce qu'on ressent, avec ses sentiments, et que tout peut évoluer du jour au lendemain. Ça fait du bien en fait, parce que c'est traité de façon très très tendre, très très douce. C'est vraiment
un petit bonbon parce que il n'y a pas forcément de suspense, de retournement de situation. On sait exactement là où on va aller, un petit peu comme quand on lit une romance en fait. On sait très bien que même s'il va y avoir quelques difficultés rencontrées par le couple, au final ils vont terminer ensemble, et c'est pour ce côté rassurant qu'on lit ce genre de choses là, parce que ça fait du bien. Et là bah, c'est typiquement ce genre d'œuvre qui possède un message un petit peu plus profond que les romances de base, mais qui est très rassurante, très douce, et qui fait vraiment beaucoup de bien. Alors par contre les dessins sont pas extraordinaires, je trouve que c'est vraiment d'une très grosse simplicité, et en même temps bah, c'est pas plus mal parce qu'au moins bah, on se concentre vraiment sur l'histoire, sur la relation qui se noue entre les deux personnages principaux, puis également sur les histoires qu'il peut y avoir avec les personnages secondaires. Et bah, finalement c'est suffisant, on perçoit très facilement les sentiments naissants entre ces deux-là, on les ressent avec eux, et encore une fois c'est très doux. Alors je les achèterai pas forcément pour les mettre dans ma bibliothèque parce que j'ai pas eu un énorme coup de cœur, mais si vous avez l'occasion de les lire, de les emprunter, et ben allez-y, franchement c'est une chouette lecture. Et dès qu'on aura le tome 3 au travail, je lirai ce tome 3 avec grand plaisir. Je termine pour cette fois avec le 6e tome des Vieux Fourneaux de Upano et Koei, comme d'habitude aux éditions d'Argo. 6e tome qui m'a fait sourire, comme d'habitude avec les Vieux Fourneaux. J'adore ces vieux bonhommes. Et là en plus on a une portée un petit peu plus, enfin c'était déjà un petit peu le cas avant, mais là encore plus j'ai l'impression, on a un petit message écolo puisqu'on va partir en Guyane avec ces 3 vieux. On va découvrir l'horreur d'une situation déplorable pour la Guyane, une réalité, un truc que je ne savais pas, que je ne soupçonnais pas. Ça ouvre les yeux et franchement ça fait peur. Donc oui, il y a des répliques, des scènes très drôles, et en même temps voilà, on nous fait passer des petits messages, des petits électrochocs, et c'est nécessaire et c'est bienvenu. Je dirais juste le petit bémol, c'est plutôt sur la fin que j'ai trouvé assez précipité. En fait d'une page à l'autre on termine le truc et j'ai trouvé ça un petit peu brutal. Voilà. Les dessins c'est toujours pas forcément le dessin le plus magnifique du monde, hein, c'est clair, c'est pas tellement le style que j'apprécie, mais en revanche bah, je continue à apprécier les aventures de ces vieux fourneaux, donc je continue avec plaisir, et bah voilà, je suivrai la 7e aventure quand elle sortira avec grand plaisir.